Sommes là, nous sommes encore là, toujours servir la nation. Nouvelles et meilleures pour vous, auditeurs, internautes de la radio du monde Afro Diaspora Média. Merci d'être toujours là. Merci de faire confiance à cette émission. Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. Nous sommes là pour s'exprimer en toute liberté, respectable bien sûr les règles et les principes des bonnes mœurs. Nous sommes là, on va parler. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée du changement de la Constitution. On va un peu parler avec les analystes ici sur place. Merci, vous nous suivez de partout dans le monde, auditeurs, internautes, nouvelles et meilleures. Une fois de plus, vous nous avez accompagnés durant toute cette année 2024. Et nous sommes à la fin, toujours avec vous, ensemble. Nous marchons toujours ensemble pour essayer, entre guillemets, d'offrir à la nation ce que nous pouvons offrir. Et nous sommes là pour offrir la parole, s'exprimer en toute liberté aujourd'hui. Si c'est la première fois de nous recevoir, si c'est la première fois de visionner cette émission, je suis Moïse Magnon, communément appelé Tonton Mani, qui vous présente cette très très belle émission. Exprimez-vous. Nous sommes la radio Afro Diaspora Média, une radio internationale, une radio canadienne, mais bien sûr partout dans le monde entier. Nous sommes là pour valoriser la culture africaine, valoriser le mers africain, valoriser tout ce qui est africain, la diaspora africaine, pourquoi pas. Nous sommes toujours là avec vous ensemble en train d'évoluer. Pour la première fois, veuillez vous abonner. Vous qui nous suivez en direct sur YouTube, abonnez-vous, ça fera toujours du bien. Cliquez cette cloche de notification. Cela vous permettra, chaque fois que nous avons une émission, vous serez notifié ou vous ne manquerez pas une de nos émissions. Et aussi, si vous nous suivez, comme j'ai toujours dit, cette petite pouce bleue, c'est ce qui nous encourage toujours, cette petite pouce bleue, vous que nous suivez sur YouTube, c'est toujours très très bien. Vos questions, préoccupations, laissez-les en commentaire. Vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui nous suivez à la radio Afro Diaspora Média, vous avez notre mail, merci de nous le parvenir. On va vous lire ici et on va aussi avoir votre préoccupation. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui avec trois analystes des grandes envergures et nous allons un peu survoler l'actualité constitutionnelle en République démocratique du Congo. Nous avons John Sassongo, juriste et porte-parole national des forces des patriotes RDC, que je dis bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Monsieur Moïse, bonjour aux amis co-débatteurs avec qui nous allons partager ce plateau. Merci de l'honneur et surtout de l'intérêt que vous nous cessez d'attacher à cette grande émission. Très bien, merci beaucoup cher John. Nous avons Mardoché Tibangu, juriste des formations, que je dis aussi bonjour et bienvenue chez Afro Diaspora Média. Bonjour Monsieur Moïse. Très bien, merci beaucoup. Et Jonathan Lukocha, il est analyste politique. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Monsieur Moïse et merci. Très bien, merci beaucoup. C'est votre première fois, je crois que ce ne sera pas votre dernière fois ici chez Afro Diaspora Média. Là où nous donnons la parole à ceux qui veulent parler. On parlera aujourd'hui du changement de la Constitution, changement constitutionnel. On va se limiter là, opportunité ou nécessité. Est-ce que changer la Constitution, chers auditeurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout, est-ce qu'il faut changer la Constitution pour espérer un Congo émergent? Est-ce que le changement de la Constitution est une nécessité qui se présente en République démocratique du Congo ou des opportunités qui peuvent aussi se présenter en changeant cette Constitution? On va en parler avec nos trois intervenants, nos trois invités. On commencera par Mardoché en vue générale, avec tout ce que les politiques ont annoncé comme déclaration. Quel est votre point de vue sur les changements de la Constitution? Merci Monsieur Moïse de la parole accordée. D'emblée des jeux, vous savez, nous sommes dans des périodes de festivités. Je m'aurais ici souhaité mes voeux le meilleur à toutes les personnes qui nous suivent, et ainsi plus particulièrement à toute ma famille, à ceux qui nous suivent directement ou bien ceux qui nous suivront en rediffusion. Très bien. Je le souhaite mes voeux le meilleur. Très bien. Par rapport à cette question, préalablement, il faudrait noter que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Ça parle un peu de partout, révision, changement constitutionnel. Mais préalablement, il faudrait noter qu'il y a une nuance à faire. Okay. Puisque changement n'est pas synonyme de révision constitutionnelle. Il y a une nuance à faire. Et avant d'aborder au fait ce que je devais dire, j'aimerais aborder cet aspect. J'aimerais aborder cette question au moins dans trois aspects. Très bien, allons-y. Ou trois approches, voulais-je dire. Le premier approche, je vais aborder l'approche sémantique. Très bien. Lorsqu'on parle de l'approche sémantique, nous voyons l'aspect définitionnel, puisque la pertinence ou même
la sagacité autour de cette question réside dans une compréhension stricte et péremptoire des notions y afférentes. Vous ne pouvez pas débattre sur le changement de la Constitution longtemps que vous ne savez pas c'est quoi même la Constitution, c'est quoi même les constitutionnalismes au vrai sens du mot, parce qu'il y a une nuance à faire. Les constitutionnalismes n'est pas en fait la Constitution. Très bien. Et sans désemparer, je m'en vais à la première approche, qui est l'approche sémantique. L'approche sémantique de la Constitution, donc les constitutionnalismes, à vrai dire, les constitutionnalismes tels que les définit l'éminent professeur Kayamba, il dit dans l'un de ses ouvrages que les constitutionnalismes, c'est un courant philosophique qui a pour mission ou objectif de restreindre ou de limiter les prérogatives ou le pouvoir des dirigeants par les biais d'un texte constitutionnel. Très bien. Et là, en fait, nous allons retenir là, dans la première approche, dans les constitutionnalismes, nous allons retenir l'objectif de restreindre les pouvoirs des dirigeants. Et puis, deuxièmement, je parle de la Constitution. Vous savez, tout le monde parle de la Constitution, mais de manière très simple, la Constitution, c'est l'ensemble de règles et de principes sacro-saints ou sous-jacents qui régissent l'organisation ou les fonctionnements d'un État. Et nous allons retenir que la Constitution, de manière brève, c'est la loi fondamentale. Et pourquoi une loi fondamentale? Puisque c'est d'elle que découlent toutes les autres lois. Et ça, c'était à titre de préambule. Et mon avis par rapport à cette question, j'aimerais d'abord parler de la révision. Parce que révision n'est pas changement. Moi, je crois qu'il est grand temps aujourd'hui pour nous de pouvoir procéder justement à une révision constitutionnelle. Pourquoi je le dis? Puisque la loi, en principe, une loi est censée être le reflet de la vie sociétale. La loi doit refléter ce que vit réellement la population. Et lorsqu'il y a incohérence entre les textes et puis la vie que les gens mènent, il y a un vrai problème. Et il y a un aspect que j'ai omis. Je voulais, lorsque j'ai parlé des trois approches que je devais aborder, j'ai d'abord parlé de l'approche sémantique. Je devais aussi parler de l'approche épistémologique et puis phénoménologique. Ce que j'ai omis, je vais revenir après, je vais donner mon avis. L'approche épistémologique, c'est une approche qui nous permet justement de confronter le texte qui existe par rapport aux réalités. Est-ce qu'il y a en cohérence? Nous serons là face aux évidences par rapport à la réalité que les gens vivent. Et puis, l'approche phénoménologique, dans l'approche phénoménologique, nous allons maintenant parler, expliciter au fait la conséquence de cette incohérence. Puisque lorsque les textes qui existent ne sont pas conformes à la constitution, à la loi fondamentale d'un pays, et puis il y a ambiguïté. Il y a ambiguïté. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Et puis, je reviens sur mes mots. Donc, j'étais tantôt en disant que il est grand temps aujourd'hui. La dernière approche, vous n'avez pas abordé? La dernière approche, j'étais en train de parler de l'approche phénoménologique. La phénoménologie, donc, qui consiste à expliciter la conséquence justement de cette incohérence pouvant exister entre le texte et la vie sociétale. Donc, puisque, voilà. Il faudrait aussi préciser que la question de la révision constitutionnelle n'est pas en fait l'invention du chef de l'État. C'est plutôt l'apanage ou l'émanation du constitution originaire. Puisque lorsque vous lisez l'article 218, il est là prévu des mécanismes d'une éventuelle révision constitutionnelle. Donc, les constitutions originaires, en l'occurrence le constitution de 2006, savaient pertinemment que les mondes évoluent et qu'au fil du temps, les aspirations de la société peuvent changer. Il peut y avoir une métamorphose par rapport aux attentes de la population et il faudrait justement adapter ces aspirations par rapport au texte. Puisqu'en principe, une loi fondamentale est censée être le reflet de la vie sociétale. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il est grand temps aujourd'hui pour nous de pouvoir procéder à une éventuelle révision constitutionnelle et pour quelques raisons. Lorsque vous lisez l'article 107 de la Constitution, vous allez voir que là, il est prévu la notion des immunités parlementaires. D'ailleurs, il faudrait préciser que l'article 107, c'est une exception de taille à l'article 12, puisque l'article 12 de la Constitution, il est dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Lorsque vous lisez l'article 107, là, il est exempté, c'est une exception. Des immunités parlementaires, puisque les parlementaires, ils sont là pour représenter la nation, ils doivent être protégés,
Et c'est ainsi qu'on a prévu les immunités parlementaires. Bon, je voudrais un tout petit peu expliciter là-dessus. On va revenir pour un peu beaucoup plus en parler en détail. Prenons d'abord John Sassongo. Merci. Il va un peu nous parler beaucoup plus politique parce que les juristes a été beaucoup plus scientifique et ça nous bénéficie aussi. On va pas être trop politique sans pour autant savoir en quoi nous devons parler, comment nous devons discuter. John Sassongo, les changements de la Constitution ou la révision constitutionnelle, quelle est votre opinion en gros? Ayant écouté ou ayant suivi toutes les déclarations des politiques, voire même des juristes, voire même de pas mal de professeurs d'université qui s'intéressent à cette question. Quelle est votre opinion en gros? Voilà, merci beaucoup, Monsieur Moïse, de la question. Je remercie également Monsieur Mardoché pour son intervention. Vous savez, sur cette question, il y a pas mal de divergences de vues. Okay. Il y a ceux qui estiment que nous devons réfléchir en termes de la révision constitutionnelle, comme c'est le cas avec l'intervention de Mardoché tout à l'heure. Okay. Il y a également ceux qui estiment qu'il est plus qu'urgent, il est plus qu'important pour qu'évidemment nous mettions en place une constitution ou un texte fondamental qui répond valablement aux aspirations de notre population. Parce que vous avez suivi l'intervention de Mardoché tout à l'heure, sa volonté, c'est que nous devons certainement avoir une loi fondamentale qui repose sur les réalités auxquelles nous sommes confrontés. C'est que la nécessité pour le moment, c'est de doter au peuple congolais un texte fondamental qui répond ou qui repose sur nos réalités et qui répond valablement à la volonté de notre population. Ici, nous sommes de ceux qui pensent, parce que moi je suis de Force des Patriotes, le parti cher au président Honoré Moula. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il est plus qu'urgent que nous puissions changer notre constitution pour des raisons qui sont fondamentales. Je vais vous l'expliquer. Pourquoi nous disons que nous devons réfléchir en termes du changement et non de la révision? Parce que la révision constitutionnelle, c'est un pouvoir qui est complètement limité. C'est-à-dire que si il faut réfléchir en termes de la révision constitutionnelle, il y a certaines matières qui sont revêtues d'une certaine intangibilité que nous n'aurons pas bien évidemment la possibilité de toucher. D'autant plus que ces matières, malgré qu'elles sont verrouillées, nous étudions cette constitution et nous avons découvert que ce sont des matières qui sont d'ailleurs teintées de certaines irrégularités et que nous aurons bien évidemment au cours de cette émission essayer un peu d'expliquer à notre population qui est en train de nous suivre à ce moment. Nous disons que nous devons changer la constitution. Pourquoi? Parce que les aspirations de notre population ou la volonté de notre population est au-delà de ce que nous pouvons aborder comme matière qui peuvent faire objet de certaines révisions. Nous allons vous expliquer. Il a parlé du constitutionnalisme. Le constitutionnalisme, c'est l'ensemble de principes sur lesquels repose notre constitution. Et le principe qui constitue le constitutionnalisme, nous avons d'une part l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous avons le principe de la séparation du pouvoir de l'État, et nous avons le principe de la protection et la promotion bien évidemment des droits et libertés fondamentaux. Ce sont des principes sur lesquels notre constitution repose. Mais lorsque vous étudiez minutieusement cette constitution qui est la nôtre, vous allez vous rendre compte que tous ces principes sont violés. Il n'y a aucun principe qui est respecté vraiment dans le sens étymologique de ces principes sur lesquels notre constitution devait se reposer. Je vais vous expliquer. À ce qui concerne le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de la séparation des pouvoirs, c'est le principe qui a été énuméré par Montesquieu. C'est le principe qui voudra que le pouvoir de l'État qui est un, parce que le pouvoir de l'État est un, que ce pouvoir qui est un ne soit pas détenu par une seule personne, que ce pouvoir soit réparti dans plusieurs organes qui, chacun, dans ce qui lui concerne, exerce ce pouvoir pour certainement répondre à un besoin que la population est en train de ressentir. Et parmi ces pouvoirs, nous avons d'une part le pouvoir exécutif, nous avons d'autre part le pouvoir législatif et d'autre part nous avons le pouvoir judiciaire. Et lorsque vous lisez la Constitution vous dit que le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. C'est que le pouvoir législatif comme le pouvoir exécutif ne peuvent pas s'interférer dans l'administration de notre justice. Pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif en fait ne peut pas parce que le pouvoir judiciaire, voudrais-je dire, est indépendant de tous ces pouvoirs-là. Mais lorsque vous lisez la Constitution, vous allez découvrir que les organes qui constituent le pouvoir judiciaire ne sont pas indépendants.
Et pour votre information, la plupart de ceux qui s'opposent au changement de la Constitution, ils disent que non, si nous réfléchissons en termes du changement, nous allons toucher l'article 220 qui est un article verrouillé. Je vais vous informer sur ce plateau que l'article 220 de la Constitution n'est plus verrouillé. Très bien, merci beaucoup. Avant qu'on vous revienne pour un peu beaucoup plus en parler, prenons Jonathan Lokocha, analyste politique, révision ou changement de la Constitution. Mardoché a évoqué sa volonté de changer même ou de réviser même cette Constitution. Il y a John Sassongo qui parlait du changement de la Constitution. Il faut revoir cette Constitution. Il faut une Constitution qui sera adaptée aux réalités de la population. Et quel est votre avis? Oui, merci, mon cher Mardoché. Moi, je serai plus réaliste. Ok, nous savons, depuis que le chef de l'État a pu annoncer, puis soulever cette question de la révision du changement constitutionnel, c'est une question vraiment qui fait beaucoup couler d'encre et salive dans la société congolaise actuellement, et en particulier surtout dans l'espace politique, où beaucoup sont même prêts à s'entretuer. Okay. Oui, ça crée des divisions. Et moi, j'étais en train de réfléchir. Pourquoi cette question du changement ou de la révision constitutionnelle doit-elle nous diviser au moment où nous tous nous sommes des Congolais? Le chef de l'État appelle tout le monde à la réflexion. Très bien. À la réflexion pour une nouvelle forme d'organisation pour notre pays. Je me suis encore posé une autre question. Est-ce que réfléchir sur notre État est-elle mauvais? C'est ça la question que je me demande. Parce que dans l'espace politique actuellement, d'ailleurs, j'allais dire, ces débats de la révision ou du changement constitutionnel, c'est un débat qu'on devait écarter du terrain purement politique. Sinon, on risque de nous diviser. Vous pensez que c'est devenu un débat politique? Ça devait être un débat social. Ok. Et non un débat politique. Très bien. Parce qu'on devait mettre les peuples au centre. Et plus que ce soit, c'est un débat pire, ça devient un débat purement politique, on voit plus des intérêts, parce qu'un politique, c'est un nombre de calculs, un nombre des intérêts, il voit plus son avenir politique. Les chefs de l'État nous invitent à réfléchir. Réfléchir, ce n'est pas mauvais. Les Congos que nous avons aujourd'hui, les gens qui nous suivent doivent savoir que c'est le fruit de la pensée humaine. Okay. C'est le fruit de l'intelligence. Hier, nous étions l'État indépendant du Congo, de 1885 à 1908. Ouais. Et de 1908 jusqu'à la cession de l'indépendance, on était les Congo belges. Et jusqu'aujourd'hui, ça évolue. Ça évolue. Très bien. Et on devait aussi adapter la Constitution par rapport à l'évolution des choses. Alors moi, je trouve pas mal que notre Constitution soit amendée ou changer. Ce n'est pas mauvais. Okay. Nous ne sommes pas les premiers pays au monde qui va réviser ou changer notre constitution. D'ailleurs, toujours dans ces mêmes pays, nous avons connu le président Mobutu, d'où durant son époque, il a pu réviser la constitution plus de 6 fois. Et toujours dans ces mêmes pays, l'ancien président honoré Joseph Kabila a révisé cette constitution. Pourquoi pas nous de réfléchir au moment où cette constitution nous pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, le chef de l'État a soulevé des dispositions. Et moi aussi, dans mon côté, il y a aussi des dispositions, par exemple, la désignation du Premier ministre et la formation du gouvernement dans notre pays. Le temps que ça prend. Ça prend beaucoup de temps et ça handicape le fonctionnement du pays. Okay. Donc, tout cela, ce sont des choses à amender. Pourquoi pas changer aussi des régimes? Nous sommes passés du régime parlementaire. Et pendant la période dictatoriale du maréchal Mobutu, c'était dans une période purement présidentialisme. Et on veut adapter aujourd'hui notre constitution pour que ça puisse répondre aux besoins de la population. Très bien, merci beaucoup, cher Jonathan Lokocha. Revenons un peu chez Mardoché Tshibangou. Les débats, comme a dit Jonathan, ça ne devait pas être un débat purement politique. Aujourd'hui, l'opposition refuse ou rejette catégoriquement une quelconque révision constitutionnelle ou un changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que
L'opposition voit que le président de la République veut veut faire, si je peux le dire comme ça, un coup d'État constitutionnel. L'opposition parle du temps. Le temps n'est pas approprié. Les pays est sous l'état de siège. Quelques territoires sont occupés par les M23. La situation socio-économique de la population n'est pas bonne. Tous ces éléments-là qui relèvent l'opposition, vous ne voyez pas, vous, étant que juriste, que c'est aussi important à prendre en compte pour ne pas réviser, voire même la constitution actuelle. Cher Madoché. En fait, voilà, comme cher camarade l'a dit, il faudrait réviser la Constitution. Il est opportun, justement, de réviser la Constitution pour pouvoir adapter les textes aux réalités sociétales. Par rapport à ceux qui disent que, voilà, il n'est pas opportun, ils crient de partout que, voilà, il ne faut pas réviser ou changer la Constitution. Ben, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont tout simplement animés de mauvaise foi, mal intentionnés, et préalablement, ils n'apprécient pas, par exemple, le chef de l'État, et ils se permettent de mettre des avis selon les émotions. Il faudrait être réaliste, comme cher collègue, cher co-débatteur l'a dit, il faudrait être réaliste. Et d'ailleurs, même, vous voyez, vous l'avez dit, il est de l'opposition, mais je suis Enfin, c'est un analyste indépendant. indépendant. Ah, ok. Parce que préalablement, tu avais dit, mais quand même, il est réaliste. Il a réalisé que non, voilà, il est opportun. Donc, je reviens un peu sur ce que j'étais en train de dire lors de ma première prise de parole. Je suis en train de dire que il est opportun de réviser, de procéder à la révision de la constitutionnelle, puisque en principe, c'est un principe sacro-saint en droit, c'est un principe général, un principe fondamental. Et ces mêmes principes aussi, permettez-moi, ces mêmes principes aussi interdit aussi un pays occupé, un pays sous l'occupation, un pays agressé ne puisse pas endosser la révision constitutionnelle. En attendant, il faut d'abord résoudre les problèmes sécuritaires avant de penser sur la révision de la Constitution. Mais non, mais monsieur Moïse, je vais y arriver. L'urgence, l'état d'urgence, on peut élever ça. Mais d'abord, le procédure. Lever ça juste pour changer la Constitution et non pour lever ça parce que la paix s'est rétablie. Seulement pour changer la Constitution, il faut l'élever. Non, mais si c'est nécessaire, puisque ces changements pourraient aussi apporter un changement, pourraient aussi apporter la paix, entre guillemets. Et pourquoi pas, voilà, momentanément, d'une manière précaire, lever la mesure de l'état d'urgence et procéder d'abord à la révision, et ça ne prendra pas justement beaucoup de temps. Donc, j'étais tantôt en disant que, allons-y, je reviens sur mes mots, il est opportun. Pourquoi il est opportun? Puisque lorsque vous lisez certaines dispositions de la Constitution, certaines dispositions contiennent des zones d'ombre. J'étais en train de parler de l'article 107. L'article 107 a des zones d'ombre. Dans quel sens? Dans les contextes où cet article ne prévoit pas, en fait, le périmètre de jouissance des immunités parlementaires. Les parlementaires, ce sont les députés, donc ils doivent être protégés par les immunités. Mais dans cette protection-là, cette protection ne les place pas au-dessus de la loi. Très bien. Cette protection-là leur permet justement d'exercer dans toute quiétude et dextérité leur mandat parlementaire. C'est pour cela même la Constitution a prévu la levée des immunités. Oui, la Constitution a prévu la levée. D'ailleurs, même cette procédure de levée d'immunité est aussi très biaisée. Et je vais y arriver. Très bien. Donc, j'étais tantôt en train de dire que lorsque vous lisez l'article 107 de la Constitution congolaise, vous verrez que c'est l'article 26 de la Constitution française. Et c'est aussi l'article 56 de la Constitution belge, repris mot à mot. Mais ces deux pays, à part la RDC, qui ont presque une disposition identique sur les immunités parlementaires, et ils ont déjà pigé, ils ont déjà scruté l'incohérence ou justement l'impression qui existe, et ils ont en fait mis en place des jurisprudences qui vont dans le sens de pallier justement à cette imprécision. Comme par exemple en France, selon la jurisprudence française, le parlementaire ne peut exercer ses fonctions que lorsqu'il est dans l'hémicycle. Très bien. Lorsqu'il est dans la plénière, là, il émet un avis, il est protégé par les immunités parlementaires. Lorsqu'il est en dehors du Parlement, par exemple, dans un milieu comme celui-ci, et qu'il se permet de commettre, peut-être, par exemple, la diffamation ou des infractions ou des actes répréhensibles, en ce moment-là, il va subir justement la rigueur de la loi. Mais chez nous, en RDC, vous verrez qu'ils sont encore libres. Le parlementaire peuvent passer à la radio, peuvent jouer de cette immunité partout ailleurs. Et tout ça, c'est par manque de précision du Constitution. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire qu'il est opportun
de pouvoir reviser la Constitution afin de préciser cette ambiguïté qui tourne au fait autour de cette notion de... Les problèmes, c'est les temps. Est-ce que les temps est approprié? Parce que nous savons très bien comment la population vit en République démocratique du Congo. L'Est est agressé. Est-ce que les temps étaient appropriés? À Tchikapa, là-bas, vous, les présidents étaient allés, vous savez, la question de la route de Kalamambouji. Est-ce que le temps est propice pour changer la Constitution ou bien il faut que le président d'abord travaille avec son gouvernement pour donner à la population congolaise l'électricité, les routes et remettre la paix à l'aide de la République démocratique du Congo? Moi, je pense qu'on devait préalablement marteler ou se focaliser sur la révision. Parce que je veux dire, donc mettre la tous les côtés, révision- voir d'abord la révision. la révision n'est pas changement aussi. Ok. Je voudrais qu'on soit réaliste et qu'on s'est mis d'abord sur la révision. Juste là, je suis en train de parler dans le sens De la révision. d'une éventuelle révision. Très bien. Donc, j'étais tantôt en disant que voilà, il y a cet article 107 contiennent des zones d'ombre. Même lorsque vous lisez aussi l'article 103 de la Constitution, vous verrez que les mandats des députés parlementaires n'est pas en fait précisé. La durée de leur mandat. Lorsque vous lisez l'article 70 de la Constitution, il est dit que le chef de l'État, il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est une précision de taille qui est mentionnée là-dessus. Et cette précision n'est pas en fait précisée dans l'article 103 lorsqu'on parle du mandat des députés. Il est dit dans l'article 103 que les députés sont élus pour un mandat de 5 ans, point, ils sont rééligibles. Combien de fois, on ne sait pas. Et c'est justement cette imprécision qui intensifie en fait l'idée de parlementaires de vouloir s'éterniser au Parlement. Nous avons tendance à voir les mêmes personnes au Parlement, mais pour quel changement? Et surtout, il ne faut pas oublier que le Parlement, au regard de l'article 68, c'est la deuxième institution de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il est opportun de se rassurer que les gens qui y travaillent font preuve de la méritocratie et qu'ils méritent justement ces postes. Donc voilà, là, je suis à la révision et voilà, je pourrais y revenir pour Très les bien. changements. On va encore vous révéler pour votre troisième prise de parole. Merci. John, d'ailleurs, toi, tu es catégorique. Il n'y a même pas de révision. Vous parlez du changement directement. Voyons la vie des Congolais aujourd'hui. Parce que c'est ce que l'opposition met aussi en avant. La vie sociale, la vie sécuritaire. Il y a des territoires qui sont occupés là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Les routes qui ne sont pas construites. Tout ça, il faut que les gouvernements ou les présidents de la République réfléchissent d'abord sur arranger tout ça, repeindre son mandat ou bien de voir un changement de la Constitution pour, entre guillemets, comme dit l'opposition, de s'éterniser au pouvoir. John. Vous savez, ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est parmi des raisons fondamentales qui nous motivent de garder toujours la position du changement de la Constitution. Parce que lorsque vous voyez le peuple congolais s'exprimer sur la question du social et tout, le peuple congolais ne s'adresse pas au Premier ministre. Le peuple congolais a tendance à s'exprimer au président de la République. Tandis que la constitution que nous avons, c'est une constitution qui veut de nous un président qui est irresponsable. Parce que lorsque vous lisez la constitution, vous comprenez que le pouvoir de la définition de la politique du gouvernement, c'est-à-dire cette politique qui est censée apporter des solutions face aux difficultés auxquelles la population est confrontée, c'est une politique ou un pouvoir qui est reconnu au Premier ministre en connivence, bien évidemment, avec les membres du gouvernement. Le président de la République n'a pas le pouvoir de définir une politique qui va certainement apporter des solutions aux difficultés auxquelles la population est confrontée. C'est qu'en réalité, notre peuple veut quelque chose qui est le contraire de ce qui est prévu dans cette constitution. Notre peuple veut un président qui agit. Notre peuple veut un président qui est responsable, qui répond, qui est à l'écoute de la population et qui répond face aux difficultés auxquelles cette population est confrontée. Tandis que notre constitution veut de nous un président qui est irresponsable, donc un président qui est juste un spectateur de ce qui se passe et qui laisse la responsabilité aux membres du gouvernement de répondre aux besoins, bien évidemment. Donc, vous blâmez, entre guillemets, l'échec, comme dit l'opposition du gouvernement, par la Constitution. Donc, c'est la Constitution qui est fautive. C'est la Constitution qui veut cette politique et c'est la Constitution qui a établi ce principe. Je suis en face de juristes et je suis convaincu que personne ne va me contredire sur cette question-là. Lorsque nous disons que nous devons changer notre Constitution, c'est parce que la Constitution elle-même n'est garantie aucune disposition qui ne peut pas être révisée. Parce que l'article 220
qui est le seul argument sur lequel les amis de l'opposition se reposent pour dire c'est un article qui est revêtu d'une certaine intangibilité, donc au nom de la supraconstitutionnalité, nous ne pouvons pas penser ou mettre bien évidemment cette disposition en cause. Je voudrais que vous compreniez, nous voudrons ici ensemble avec vous que nous analysions les matières qui sont revêtues de certaines intangibilités. Et je vais vous démontrer les incongruités qui se trouvent au niveau de cette disposition. Très bien. L'article 220 dispose la forme républicaine de l'État. Le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire objet d'aucune révision. Ça, ce sont des matières qu'on ne peut pas réviser. Si aujourd'hui je vous pose la question, je suis en face des juristes, de savoir quelle est la forme républicaine de notre État, personne ne va me répondre. Notre République démocratique du Congo n'a aucune forme républicaine de l'État. Nous ne savons pas si nous sommes un État unitaire décentralisé. Nous ne savons pas si nous sommes un État unitaire déconcentré. Nous ne savons pas si nous sommes un État fédéral. On ne sait pas. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, vous allez découvrir que la Constitution dit que la République démocratique du Congo est composée de provinces. Non, un État unitaire ne peut pas être composé. La composition, c'est parmi les éléments du fédéralisme. Et lorsque vous lisez la Constitution, vous allez découvrir que d'une part, il y a des éléments d'un État unitaire déconcentré, d'autre part des éléments... donc nous sommes dans une sorte d'hybridation où on ne sait pas exactement définir la forme exacte de notre République. Et ce manque de définition nous conduit dans un régime où on ne sait pas s'identifier exactement pour savoir nous sommes exactement dans quel régime politique. Nous sommes dans un régime, je ne sais pas, primo-ministériel, selon Bochab qui dit que nous sommes dans un régime primo-ministériel où le Premier ministre a plus de pouvoir que le président de la République, tandis que le peuple congolais pense que c'est le président de la République qui a plus de pouvoir que le Premier ministre. C'est que nous sommes dans une sorte d'ambiguïté. On ne sait pas où on est. Et on a un texte qui répond à certaines exigences qui ne sont pas en réalité les attentes de notre population. L'opposition acquise le pouvoir en place d'échouer derrière son premier mandat et aussi d'être en cours d'échec de son deuxième mandat, et vous acquisez la constitution de cet échec. Écoutez, ce que nos amis de l'opposition doivent comprendre, ils doivent comprendre que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsque le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, estime qu'il y a certains textes, et surtout un texte comme celui-ci qui est fondamental, qui est à la base bien évidemment de certaines irrégularités ou de certains soucis qui font à ce que l'État congolais ne soit pas à mesure de répondre bien évidemment aux exigences qu'il a vis-à-vis du peuple congolais, c'est au président de la République de définir l'opportunité de mettre en place soit un nouveau texte qui va certainement se reposer sur ces exigences, ou soit réfléchir en termes de modification de certaines dispositions qui sont en contradiction avec la volonté de notre population. Ce n'est pas Adélie Sessanga, ce n'est pas M. Martin Fayoulou, ce n'est pas Moïse Katumbi ou à qui que ce soit, ou Seth Kikouni, de dire qu'il n'y a pas opportunité, parce qu'ils n'ont pas cette qualité-là. Moïse Katumbi n'a pas le pouvoir de mettre en place l'initiative de la révision constitutionnelle. Adélie Sessanga n'a pas ce pouvoir. Et tant que citoyen congolais, il voit les réalités du pays. Aujourd'hui, vous pouvez dire, on a révisé ou changé la constitution et arranger les vécus quotidiens des Congolais. Qu'est-ce qui est primordial? Mais ce qui est primordial, bien évidemment, les tours répondent bien évidemment à cette question. Parce que ici, l'importance, c'est de mettre en place un texte qui répond aux réalités auxquelles nous sommes confrontés. Alors, si le quotidien fait partie de réalités auxquelles nous sommes confrontés et qui nécessite certainement une réponse directe du chef de l'État, cela peut entraîner, bien évidemment, la modification de certaines dispositions qui empêchent le président de la République d'être en permanence avec sa population, au point de répondre, bien évidemment, aux questions de la population lorsqu'il est question de répondre à ces questions-là. Et je vais continuer avec ça, parce que Cher Jean, je vais vous revenir. Gardez-moi cette matière-là, vous allez nous l'enrichir encore dans votre troisième prise de parole. En attendant, prenons Jonathan Lokocha. Changement ou révision de la Constitution. D'ailleurs, nous l'avons bien défini ici, opportunité ou nécessité. Nous sommes dans une période de crise sécuritaire à l'est
l'est de la République démocratique du Congo. Crise alimentaire. Vous savez comment ça vit ici en République démocratique du Congo. Les routes ne sont pas asphaltées. La population réclame beaucoup du président de la République ou du gouvernement actuel qui, entre guillemets, ne fait, entre guillemets, rien pour le moment. Est-ce qu'il faut penser à la révision ou au changement de la Constitution ou d'abord résoudre les problèmes des denrées alimentaires et la sécurité à l'est de la RDC, cher Jonathan Lokocha? Oui, merci, cher journaliste. Moi, je pense qu'on doit arrêter de malgamer les choses. Très bien. Moi, je pense que la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution n'a rien à voir avec les développements. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution qui empêchera les gouvernements à fournir les efforts qu'ils fournissent aujourd'hui pour le développement de notre pays. Je vous dis, c'est des choses qui sont réelles. C'est avec la même constitution que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété la gratuité de l'enseignement. C'est cette constitution des étrangers, dit par le président Félix Tshisekedi. On n'a pas dit que cette constitution, c'est une constitution des démons. Il y a aussi des choses qui ont permis à ce que les gouvernements puissent déclencher les développements toujours avec la même constitution. Ce que nous, on demande, c'est d'amender cette constitution. Et s'il y a possibilité, on peut aussi les changer les tout. Rien n'empêchera. Question du temps. Est-ce que c'est le moment propice, cher Jonathan Lokocha? Moi, je pense que c'est une opportunité, plutôt, j'allais dire, que le chef de l'État veut donner aux Congolais de réfléchir encore pour une fois sur notre État. Les gouvernements fournissent les efforts pour le développement de notre pays. Vous devez savoir, le développement, ce n'est pas un miracle. Le développement, c'est un processus. On doit arrêter ces discours haineux de l'opposition. Et souvent, dans de tels débats, mener ces discours haineux de l'opposition, ça me fait mal. Dire que les chefs de l'État et le gouvernement ne font rien pour le développement de notre pays, c'est être méchant. C'est vraiment être méchant. Vous voyez aujourd'hui la crise en l'Est. Regardez les efforts que le gouvernement fournit pour mettre fin à cette guerre de l'Est. Là, l'opposition n'en parlait pas. Là, l'Église catholique n'en parlait pas. Les efforts qui engendrent quoi? Qui engendre beaucoup de solutions. Aujourd'hui, les territoires occupés. On venait de récupérer pour votre information. En fait, citez-nous 3 résolutions concrètes de Félix Tshisekedi à ce qui concerne la paix à l'est de la RDC. Si Bunagana est récupéré des Tlén. Bon, il n'y a pas seulement Bunagana qui est occupé, il y a aussi d'autres territoires qui sont plus importants. 3 résolutions concrètes. Ça peut aider nos auditeurs et internautes. Sur la paix à l'est, oui. Les recrutements des jeunes patriotes qui ont accepté avec avouement pour combattre pour notre pays. Les Ouazalènes d'aujourd'hui, regardez les espoirs. Il ne faut pas supprimer les efforts du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, cher, on peut appeler une parenthèse là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est tout ce que vous déclarez là, la population des déplacés de l'Est peuvent réceptionner bien ces messages? Nous savons bien que notre pays... Parce que la réalité et le débat, c'est autre chose. Notre pays est attaqué, bien sûr, par les ennemis. Très bien. Et nous savons dans quel contexte que nous sommes. Mais malgré cela, les gouvernements fournissent au moins des efforts pour rétablir la paix. Là, on ne peut pas l'ignorer. Quand même ceux qui sont à l'opposition ne peuvent pas l'ignorer. Il y a quand même des efforts. Moi, dire que devenir président pour faire souffrir ses compatriotes, c'est être méchant. C'est qu'il n'est pas devenu président pour faire souffrir les Congolais. Il est lui-même Congolais de père et de mère. Il sait ce qu'il fait. Et vous devez savoir dans quel état Félix-Antoine Tshisekedi a hérité ce pays. Tshisekedi a fait, il vient de passer son premier mandat et c'est la première année de son deuxième mandat. Regardez dans quel contexte que Félix-Antoine Tshisekedi a occupé ce pays. C'est quel contexte? Nous venons dans les 18 ans de Joseph Kabila Kabange. Notre pays était toujours attaqué, n'est-ce pas? Nous étions toujours attaqués. Mais à cette époque de Joseph Kabila, quels sont les efforts qui étaient menés pour mettre fin à cette guerre-là? Aucun effort. En 2013, il y avait des négociations. Je vous informe, je crois que vous êtes informés. Oui. En 2013, il y avait des négociations avec les M23. Oui. Peu importe les conclusions, quand même, les M23 avaient déposé les armes, ils s'étaient repliés. Il y avait une paix quand même qui était introduite à l'est de la RDC. Subitement, à l'arrivée du président actuel, les combats ont accentué à l'est de la RDC. Ça peut justifier quoi? Ça peut justifier que
Félix Antoine Tshisekedi, c'est un patriote. Donc, quand c'était un patriote, ça doit être situé à l'est de la RDC. C'est un patriote parce qu'à 2013, c'était une stratégie politique parce que les M23 étaient toujours là. C'était une stratégie politique parce qu'il occupait là et le groupe rebelle continuait toujours à pied minerais. Et Félix Tshisekedi est contre cela. Et parce que c'est un patriote, c'est pour ça qu'il continue à combattre. Et Félix, il est catégorique et il ne va pas collaborer avec ces gens-là. Et ils ont collaboré avec ces gens-là parce qu'ils sont du même sac. En quoi les changements ou la révision de la Constitution va aider les retours de la paix à l'est de la RDC? On vous prend ça et on fait circuler la parole. La révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution, je vais m'atteler sur l'article 217 que le chef de l'État lui-même avait soulevé lors de son passage à Kisangani. Moi, je pense qu'il est opportun. Il faut réviser cette Constitution. C'est un piège qu'on ne savait pas. Et je vais faire un petit retour pour le temps. Cette Constitution a été élaborée dans quel contexte? C'était après la Deuxième Guerre du Congo, où il y avait beaucoup de partis. Entre autres, le RCD Goma, le MLC de Jean-Pierre Bemba, où on devait répartir, chacun devait au moins s'y retrouver. C'est pour cela que nous disons que cette constitution, c'est une constitution des belligérants. Où est l'intérêt du peuple dans cette constitution? Où au moment où on devait garantir toutes les parties qui ont pris part au dialogue inter-congolais qui s'est passé au Sun City. Moi, je pense qu'en révisant cette constitution, ça va au moins... Ça va répondre à la question sécuritaire de l'Est, c'est ça? Oui, normalement, avec l'article 217 qui nous demande... Si aujourd'hui on révise ou on change la constitution, demain la paix cesse à l'Est. Enfin, la paix revient à l'Est. L'article 217 dit... Cet fameux article nous dit qu'il faut un abandon partiel de notre souveraineté aux groupes minoritaires. Qui sont des groupes minoritaires? Nous avons combien de groupes ethniques dans notre pays? Plus de 450 groupes ethniques. Et tous ces groupes ethniques, nous tous nous sommes égaux. Il n'y a pas de groupe minoritaire. Vous ne voyez pas que c'est un piège? Très bien, Jonathan Lokoch, avant qu'on vous revenir, je crois, c'est la dernière prise de parole. On prend Mardoché, toujours Tchibango, qui reste toujours sur les principes, toujours avec les juristes. Nous voulons changer la constitution. L'opposition a parlé, vous avez dit qu'on peut lever l'état de siège pour changer la constitution. On peut lever très bien l'état de siège, mais les territoires sont occupés. Aujourd'hui, on peut changer, réviser la constitution. J'aimerais d'ailleurs que vous parlez maintenant du changement parce que vous avez beaucoup plus abordé sur la révision. S'il faut changer la constitution, on peut on peut la changer dans cet état où les territoires sont pris, les rebelles sur les sols congolais. Est-ce que dans ces sphères-là, nous pouvons changer la constitution où il faut d'abord résoudre ces problèmes et voir après au changement de la constitution, cher Mardoché Tchibango? Voilà, je reprends en fait pour dire que je vais d'abord commencer par répondre à la question que tu as posée, cher collègue, que tu as dit. Très bien. Oui, moi je pense que la révision de la Constitution peut apporter un changement sur la situation sécuritaire du pays. Ok. Dans quel contexte? Puisque cette révision va en fait aider à réformer au niveau interne d'abord la politique interne de notre pays. Puisque la politique extérieure, pour qu'un pays soit en fait respecté à l'extérieur, cela est tributaire à l'organisation interne d'une nation. J'ose croire également que cette révision va permettre aux autorités amendées, aux autorités qu'il faut pour définir et redéfinir une politique d'abord au niveau interne, une politique qu'il faut justement pour pouvoir lutter contre l'insécurité. Donc, présentement, là, il n'y a aucune politique interne pour lutter contre les assaillants à l'est de la RDC. Il y a une politique, mais les problèmes résident dans l'efficacité de cette politique. Non, c'est la Constitution qui bloque l'efficacité. Non, mais la Constitution, en quelque sorte, cette efficacité doit être amendée, cette efficacité doit être créée par les organisateurs. Et la Constitution peut être un canal par lequel on peut solidifier ou encadrer cette politique interne. Et si dans un pays, au niveau interne du pays, vous êtes respecté, vous êtes bien organisé et pertinemment à l'étranger, on va vous respecter. Vous êtes juriste, j'aimerais que vous nous répondiez par un principe.
par des principes, d'ailleurs, s'il y en a multiples, quels sont ces principes qui aujourd'hui empêchent, d'ailleurs constitutionnellement, les présidents actuels de résoudre les problèmes des guerres à l'est de la RDC? Quels sont ces principes aujourd'hui qui interdisent au gouvernement de réfléchir sur une politique pour remettre la paix à l'est de la RDC? Ou quel est cet article de la Constitution aujourd'hui qui empêche les pouvoirs en place de résoudre les problèmes sécuritaires à l'est de la RDC? Au fait, tel que le cher Juste un camarade principe. vient d'évoquer l'article 217, cet article recommande un abandon partiel. Mais j'aimerais aussi préciser que ce n'est pas seulement cette disposition qui fait à ce que la situation sécuritaire de notre pays puisse s'aggraver. Mais la question aussi, c'est au niveau de la diplomatie des autorités, les autorités qui sont aux affaires. Est-ce que leur diplomatie est efficace? Puisque vous voyez par exemple le chef de l'État, récemment, ils avaient une réunion tripartite il devait rencontrer le président rwandais, et puis lui, il s'est rendu sur les places, mais l'autre n'est pas venu. Vous avez écouté la Est-ce que vous savez que- déclaration du ministre des Affaires étrangères rwandaise? Oui, mais ils voudront toujours parler de manière en fait, à cacher la vraie raison, mais nous sommes tous sans ignorer. Il a été clair que non, il a fallu d'abord réunir les documents pour la signature de l'accord à Luanda. Les documents n'étaient pas réunis. Les ministres des Affaires étrangères rwandais avaient prévenu à leur président de ne pas s'y rendre parce que les accords n'étaient pas résolus d'abord. Après, notre ministre des Affaires étrangères a permis à ce que le président actuel, le président Tshisekedi puisse pouvoir aller. La faute est au Rwanda qui, entre guillemets, selon cette déclaration est sincère, ou la faute sera à la RDC qui cherche une diplomatie sans résoudre la paix? Moi, je pense que toutes les raisons que la ministre, je ne sais pas, rwandaise que vous venez, qu'il a avancées, c'est tout simplement des échappatoires. C'est tout simplement des échappatoires. Mais nous savons que si, par exemple, cette réunion était organisée peut-être avec une autre nation, comme par exemple une nation puissante, comme par exemple la France, il n'allait pas avancer des raisons. Il aurait dû être sur place pour pouvoir trouver des solutions. Le problème, c'est les rapports de force. Le problème, c'est les rapports de force. Le problème, c'est la diplomatie. Le problème, c'est la puissance de la politique d'abord interne. Est-ce que cette politique, elle est efficace? Est-ce que cette politique impressionne les autres? Est-ce que cette politique attire en fait le respect par rapport aux pays étrangers? Et c'est la Constitution qui empêche à cette politique d'attirer le respect. Partiellement, mais aussi cela dépendra beaucoup plus de la diplomatie ou de l'intention des autorités. Est-ce qu'ils sont en mesure de se faire respecter? Parce qu'avant qu'on vous respecte, respectez-vous d'abord vous-même, M. Moïse. Lorsque nous, la RDC, nous sommes organisés comme il se doit au niveau interne, et voilà, je me remarquais là-dessus, sachez très bien qu'au niveau extérieur, vous serez respecté. Et aussi, amender la Constitution peut être l'une d'occasions pouvant permettre justement de réformer, de recadrer, de solidifier notre politique d'abord au niveau interne. Et enfin, ça nous permettra maintenant de s'engager au niveau externe. Très bien, merci beaucoup Mardoché. John, il faut d'abord, selon vous, réfléchir à la révision, au changement de la Constitution, parce que la population attend beaucoup du président de la République, mais la Constitution prévoit que la population devait attendre au chef du gouvernement, parce que c'est lui qui définit le gouvernement et la politique de la gestion, de la gestion du pays. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui, entre guillemets, nomme le chef du gouvernement. Est-ce que le président a un problème de choix? Aujourd'hui, si la première ministre échoue, en quelque sorte, la personne qui l'a nommée s'était trompée. Est-ce qu'aujourd'hui, si c'est un problème de choix, est-ce que c'est la Constitution qui a occasionné cela, cher John Sassongo? Vous devez d'abord comprendre que la nomination du Premier ministre dans notre pays n'est pas un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Nous ne sommes pas comme en France où Emmanuel Macron peut se réveiller et nommer Moïse parce qu'il remplit les critères qu'il faut pour être un Premier ministre. Lorsque vous lisez la Constitution dit que le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. Et dans l'article 220 de notre Constitution,
Cette disposition garantit une matière qui est intangible, qui est celle du pluralisme politique. C'est que quand nous partons aux élections, il y a plusieurs partis politiques qui se rendent au scrutin. Et aucun parti politique, même pas la Force des Patriotes, mon parti, n'est en mesure de réunir plus de 251 députés au niveau de l'Assemblée nationale pour constituer une majorité parlementaire. C'est-à-dire que lorsque le président de la République est élu sans l'effet majoritaire, la Constitution donne l'obligation au président de la République de nommer un informateur qui aura pour mission, bien évidemment, d'identifier une nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, vous savez combien ça nous a pris du temps au niveau de l'Assemblée nationale pour que M. Augustin Kabouya, qui était nommé informateur à l'époque, puisse conscientiser tous les acteurs politiques qui avaient un certain nombre de députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale pour se mettre autour d'une table afin de mettre en place une coalition. Parce qu'il est important ici de signaler que l'union sacrée est une coalition. C'est que Félix Tshisekedi n'a pas une majorité parlementaire parce qu'il y a plusieurs acteurs politiques de différents partis politiques qui se sont mis ensemble pour mettre en place une nouvelle majorité qui nous a donné naissance, bien évidemment, à un Premier ministre. Et il faut aussi comprendre ici que cette politique de coalition fait de sorte que le président de la République ne soit pas en mesure d'avoir un gouvernement efficace ou le Premier ministre puisse avoir un gouvernement efficace qui doit s'inscrire dans la vision de répondre bien évidemment aux besoins de la population. Pourquoi? Parce que la composition des membres du gouvernement qui doivent intervenir dans plusieurs secteurs pour répondre aux besoins de la population, leur nomination répond à un principe selon notre constitution qui est celui de la représentativité nationale. Mais vous allez remarquer que parce que les acteurs politiques qui ont un certain nombre de députés nationaux se mettent ensemble pour mettre en place une nouvelle majorité, lorsqu'ils prennent cette décision, avant qu'ils mettent en place cette décision, ils obligent à l'informateur de leur garantir un certain nombre de représentativités au niveau du gouvernement central. C'est-à-dire que la composition des membres du gouvernement ne repose plus sur le principe de la représentativité nationale. Cette composition repose maintenant sur les intérêts des acteurs politiques. Nous parlons sur les choix des personnes. Certes, il peut y avoir des regroupements politiques qui peuvent aussi influencer les choix de certains ministres, mais le président aura sur la table les choix des personnes, les profils. Si le président a jugé les profils Toulouka idéal pour résoudre aux problèmes des Congolais et aujourd'hui ça ne marche pas, c'est lui qui s'était trompé. Mais vous devez comprendre que Madame Simone Toulouka, lorsqu'elle présente le projet du gouvernement, c'est un projet qui est, je dirais, général, qui repose sur la politique générale de l'État, tandis que chaque ministre dans son secteur a la possibilité ou a le devoir de définir une politique qui répond aux problèmes liés à son secteur. Alors, lorsqu'il est question ici des personnes, parce qu'il faut parler des personnes, imaginez que vous qui êtes ici, Moïse, que vous soyez recommandé par Dion Sassongo au sein du gouvernement comme membre du gouvernement parce que nous avons un certain poids au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes à mesure de me dire ici sur ce plateau, avec toutes les pressions politiques que nous avons dans notre pays, que vous serez à mesure de répondre évidemment aux besoins de la population au détriment des intérêts de votre parti politique qui vous a recommandé au niveau du gouvernement? Dans les problèmes aujourd'hui que vous voulez insister ici, ce sont des partis politiques. Mais oui, les partis politiques, nous sommes de ceux qui pensent que nous devons supprimer d'abord la primature. Nous devons supprimer la primature. Le président de la République doit devenir le chef de l'exécutif. Le président de la République doit devenir responsable. Il faut que le président de la République soit celui qui définit la politique du gouvernement, que ce soit le président de la République qui conduit cette politique et que ce soit le président de la République qui a le plein pouvoir de nommer les membres du gouvernement en toute discrétion ou en toute indépendance, je vais dire. Donc, nous voudrons, nous, ça. Et nous sommes de ceux qui pensent que dans le cadre du changement de la Constitution, nous devons supprimer aussi le Sénat. Parce que nous ne savons pas le travail du Sénat. Nous sommes de ceux qui pensent que nous devons réfléchir en termes de réduction du train de vie des institutions. Mais nous devons commencer par réduire ce train de vie en supprimant toutes les institutions qui prennent beaucoup d'argent mais qui ne font absolument rien. Le Sénat doit être supprimé parce que lorsque vous lisez la Constitution, le rôle ou le travail principal du Sénat, c'est de faire la seconde lecture. Tandis que lorsqu'il y a un conflit entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur une question des textes, la loi dit que c'est l'avis de l'Assemblée nationale qui prédomine sur celui du Sénat. Alors, à quoi sert le Sénat? Très bien, merci beaucoup John Sasson. Nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. On va prendre la dernière réaction de Jonathan Lokocha. Changement de la Constitution, révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous pouvez proposer au président de la République?
avec la situation actuelle? Il faut le faire aujourd'hui, demain, attendre encore, ou bien le faire rapidement? Cher Jonathan. Bon. Moi, je pense que la révision ou le changement de la Constitution n'a rien à voir d'abord avec les développements. Comme j'avais dit d'ailleurs lorsque j'avais pris ma deuxième prise de parole, que on doit arrêter d'apprêter De lier les discours Ok, des opposants. très bien. Parce que des opposants amènent le Congolais dans le noir à l'air disant que le gouvernement ne fait rien. Non, on ne peut pas ignorer les efforts du gouvernement. Le gouvernement continue à travailler. Nous sommes un pays vaste depuis plus ou moins nous sommes un pays vaste avec une superficie de 2 355 000. 6 ans après, citer 5 réalisations de Félix Tshisekedi, Je commence par la gratuité de l'enseignement. qui aujourd'hui laisse encore à parler. Deuxième. La gratuité, non, en fait, la gratuité de l'enseignement, quand même, plus de 400 écoles qui sont construites à travers l'étendue. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi peut laisser son enfant étudier dans la gratuité? Pourquoi pas? On avance. Deuxième. La gratuité de la maternité. Encore. Les efforts menés à l'Est, on ne peut pas l'ignorer. Nous, des réalisations concrètes. Vous avez déjà cité 2. Troisième, C'est concret parce qu'il y a des équipements. s'il vous plaît. Est-ce que la paix est revenue à l'Est? Non, c'est d'abord un processus, ça continue. C'est un processus. Ok, les réalisations concrètes. Des infrastructures. On ne peut pas ignorer les infrastructures, des grandes envergures que ce gouvernement avec Félix Antoine Tshisekedi a construit. Comme quoi? Hein? Comme quoi? Je prends seulement l'exemple des centres culturels qu'on vient d'inaugurer récemment. Ah, centre culturel, c'est ça? Ok, c'est ça. Ok, on prend aussi C'est ça. qui est récent, oui. Ok, on prend ça. Troisième, plutôt quatrième. Bon, je parle dans le domaine des universités, domaine de l'éducation. Regardez aujourd'hui Il a fait quoi? nos universités, la façon dont elles sont réhabilitées. Qu'on compte aussi la réhabilitation. Très bien. On continue. Cinquième. Dans le domaine des sports, on a eu à organiser les Vous, sports. Là, ça compte. cher Jonathan, vous voyez comment vous transpirez pour réfléchir. Le demande du développement du pays, les sports aussi compte. Donc, Pourquoi pas les un président de la République, les 5 grandes réalisations, c'est ce que vous avez citées. Il y en a beaucoup. Mais les 5 grandes réalisations, c'est ce que vous avez cité pour un président après 6 ans. Très bien. C'est à la fin de cette émission. Je crois que vous aurez quelques mots pour la fin, pour clôturer l'émission. S'il y aura un message, vous allez lancer. Mais, comme c'était une émission d'analyse, on finira toujours par une question fermée. Donc, une question que vous allez répondre par oui ou non. C'est un peu la beauté de cette émission. Il n'y aura pas d'explication. Donc, je crois que chacun aura 3 questions fermées. Vous allez répondre par oui ou non et nous allons avancer comme ça. D'abord, s'il y a des salutations, enfin, je crois que vous allez les faire à la fin. On commence par notre question fermée. Russell derrière la caméra. On prend Mardouché, Chibamou que j'apprécie beaucoup, les juristes. Merci. Oui. Vrai ou faux, oui ou non, aujourd'hui, en matière de paix, à l'est de la RDC, 6 ans après, Félix Tshisekedi a échoué. Jusqu'aujourd'hui, 6 ans après. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a échoué en matière de paix à l'est de la RDC. Oui ou non? Juste, on passe. Je dirais non, puisqu'il y a Non, très des bien. avancements. Non, il n'a pas échoué. On prend John. Oui ou non, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a réussi à mettre la paix à l'est à remettre la paix, si je peux le dire comme ça, à l'est de la RDC. Nous disons oui parce qu'il Oui, est en train de très bien, travailler oui, dessus. vous avez dit oui, très bien, continuez comme ça. On prend Jonathan. Oui ou non, aujourd'hui, la population de l'est de la RDC vit dans la paix après 6 ans de Félix Tshisekedi. Je dirais non, mais... Très bien, non, si c'est non, on passe. Oui ou non? Oui, je réponds, s'il vous plaît, John. Je dis non, ouais, bon, d'accord. Je reprends la question pour que vous repreniez bien. Parce que ces parties seront coupées, ça sera balancé. Oui ou non, aujourd'hui, la population de l'Est de la RDC a retrouvé la paix 6 ans après les mandats de Félix Tshisekedi ou la gestion de Félix Tshisekedi. Oui ou non? Bon, Oui ou non?
J'ai dit carrément, donc, Non. oser comme... Non, je vous impose pas. Vous avez oui, vous avez non. Quand c'est oui, dites oui, on passe. Si c'est non, dites aussi oui, non, on passe. Oui ou non? Comme il n'y a pas question d'avancer les Est-ce qu'il y a oui ou non? J'ai dit non. Alors. Non, non, jusqu'aujourd'hui, pour vous, c'est non. Très bien. On rentre chez cher Mardoché. Oui ou non, aujourd'hui, la population congolaise, 6 ans après la prise du pouvoir de Félix Tshisekedi, 6 ans après, oui ou non, aujourd'hui, la population congolaise vit mieux en termes de denrées alimentaires. Oui ou non? Vous seul face à votre conscience. Non, je dirais non. Non. Très bien. On passe. On prend Jonathan. Non, John. On prend d'abord Cher John. Cher John de l'Union Sacrée. Je salue beaucoup. Vous êtes du parti politique des maîtres Honoré Mvoula. Évidemment. Un monsieur que je respecte beaucoup, que je les salue aussi. Merci. Oui ou non, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, où Félix Tshisekedi, le président actuel, ne veut pas déclarer la guerre pour remettre la paix à l'est de la RDC parce qu'il n'a pas tous les éléments réunis. Oui ou non? Non, parce que le privilège de la diplomatie. C'est moi vous qui... Ah, cher John. Ce sont des Cher questions. John. Ce sont cher des questions. John, Ce sont cher des John. questions que. Écoute, ça, nous sommes déjà à la fin. Vous avez déjà tout parlé, vous avez tout expliqué. Oui. Ça, c'est une question fermée. Oui ou non, juste on passe. Mais il faudrait aussi préciser quelque chose parce que c'est une Vous question. allez préciser à la prochaine émission. Mais pour le moment, c'est oui ou non. Bon, s'il faut le préciser, nous Ouais. dirons que. Non, oui ou non, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est arrivé, entre guillemets, à ne pas mettre la paix ou à ne pas déclarer la guerre à l'est de la RDC ou au Rwanda parce qu'il n'a pas tous les éléments réunis. Oui ou non? Nous disons parce qu'il privilège la Oui diplomatie. ou non? Oui ou non, cher John? Écoute, facilitez-moi cette émission. Nous sommes déjà à la fin, on consomme beaucoup de minutes. Oui ou non? Disons non. Non, ok, très bien. Merci beaucoup. On prend pour la deuxième question des chers Jonathan. Oui ou non, aujourd'hui, l'opposition ne fait pas les changements de la Constitution parce qu'ils privilègent leurs postes, ils privilègent leurs intérêts personnels. Oui. Oui, très bien. Cher, tu vois, quand on parle de l'opposition, vous répondez calmement, hein? Sans explication. Hein? J'aimerais que ça soit comme ça même pour la majorité aussi. Cher Mardoché, oui ou non, aujourd'hui, Félix Tshisekedi s'est senti bousculé par l'opposition et a un peu reculé à sa décision du changement de la Constitution, vu l'actualité, oui ou non? Moi, je dirais clairement non. Non, très bien, très bien. Oui ou non, vous avez dit, là c'est maintenant votre parole. Oui ou non, vous avez dit, on doit mettre de côté tout ce qui est social, sécurité, de côté, pour d'abord privilégier les changements de la Constitution. Je n'ai pas dit ça. Très bien, on passe. On prend pour la dernière fois, monsieur Jonathan. Oui ou non, aujourd'hui, vous avez très bien dit que les développements, il ne faut pas les lier au changement de la Constitution. Et oui ou non, Félix Tshisekedi a réussi le développement du Congo pour envisager les changements de la Constitution. Non. Non, très bien. Merci beaucoup à vous aussi, auditeurs internautes, à vous de tirer des conclusions. Un mot de la fin, s'il y a des salutations en famille, ça peut toujours passer. On commence par Mardoché. Voilà, saluer quelqu'un ou bien conclure? Conclure, saluer, tout dépend de vous. Voilà, merci Monsieur Moïse. Donc, en termes de conclusion, je dirais ceci. Je crois qu'il est grand temps, parce que face à cette question préoccupante qui fait couler beaucoup d'encre salive sur la révision constitutionnelle, nous sommes de ceux qui pensent qu'il est grand temps de procéder à un processus démocratique d'une révision constitutionnelle telle que prévue par l'article 218 de la Constitution. Il est grand temps de procéder à cette révision pour pouvoir adapter, conformer le texte par rapport aux réalités que les gens vivent, puisqu'en principe, une loi fondamentale comme la Constitution est censée être le reflet de la vie sociétale. Donc, c'est bon. Voilà, je vais chuter justement par là. Et voilà, j'ai tellement de personnes à saluer. En général, vous avez 3 personnes au maximum. Là, vous me mettez face à un dilemme. Alors, voilà, je salue d'abord ma mère, Pauline Massanka, je la salue et je la souhaite encore meilleure vie. Et je salue également toute la grande famille
la famille Chibangu, la famille Kaembe, la famille Kabea, la famille voilà, la famille Chulolo. Je salue toute la grande famille en général. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mardoché. John, votre conclusion et quelques salutations s'il le faut, et nous clôturons l'émission. Voilà, comme nous étions tantôt disant, nous rappelons seulement à notre population qu'il est plus qu'urgent que nous puissions réfléchir en termes du changement de la Constitution, parce que nous sommes dans une nécessité bien entendu de mettre en place un texte fondamental qui répond bien entendu à nos aspirations et qui répond efficacement aux attentes de notre population. Et comme l'avait dit notre président national de Force des Patriotes, Excellence Honoré Mvula, d'ici janvier 2025, nous allons reprendre avec les activités politiques au sein de notre parti, où nous aurons bien évidemment la possibilité de mettre en place les stratégies, entre autres l'animation de plusieurs conférences dans les universités et aussi des campagnes de sensibilisation pour essayer d'expliquer à notre population sur la question de la nécessité et l'urgence de réfléchir en termes du changement et non de la révision de notre constitution. Et je profite de cette occasion pour saluer le président national de notre parti, Excellence Honoré Mvula, conjointement avec honorable Justin Kabanda, qui nous suit à partir de Lubumbashi, et aussi le secrétaire général en charge de la communication et porte-parole nationale de notre parti, le CG Yves Billet, et tous les amis communicateurs avec qui nous travaillons au sein du parti, et aussi sans oublier le membre du Parlement des jeunes du territoire de Luisa, qui avait répondu à l'invitation de la table ronde, qui a été une grande réussite, et nous leur demandons de continuer toujours à nous apporter leur soutien pour la suite des activités que nous aurons à mener. Très bien, merci beaucoup. Place à vous, Jonathan Logo, à votre mot de la fin et quelques salutations sur l'émission. Et comme on parlait de la Constitution, moi je pense qu'il est opportun de réfléchir sur une nouvelle forme d'organisation pour notre pays. La Constitution, c'est un pacte social, un contrat social conclu entre le gouvernement et la population. Et ces contrats doit toujours évoluer pour s'adapter à l'évolution de la société. Donc cette question soulevée par le chef de l'État, ce n'est pas une question étrange. Donc j'invite la population à pouvoir s'aligner derrière le chef de l'État. Nous ne serons pas le premier pays, et d'ailleurs ce n'est pas notre première fois de réviser ou de changer notre constitution. Même la France que nous prenons comme exemple, l'histoire nous démontre que la France a pu réviser sa constitution plus de 25 fois, en commençant par Charles de Gaulle, la première révision qui était en 1959 et la dernière qui était avec Jacques Chirac à 2004. Donc ce n'est pas une question étrange. Alignons-nous derrière le chef de l'État pour que nous puissions avoir une nouvelle forme d'organisation qui va nous déclencher au développement. Très bien, merci beaucoup. Merci à Mardoché. Je profite comme nous traversons une nouvelle année, de donner mes vœux et le meilleur à toute ma famille Tubambe, à ma tendre mère Gilène Kassebalose et à tous mes amis de SPA de l'UPEN. Très bien, merci beaucoup. Merci à Mardoché, merci à John. Merci à vous aussi, Jonathan. Merci surtout à vous, auditeurs et internautes de partout dans le monde. Merci et meilleurs vœux. On se retrouve pour un prochain numéro. Exprimez-vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.